Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, pour discuter de la diplomatie en cours. Merci encore d'être avec nous. Je vous en prie. On ne peut donc s'empêcher de constater que la rhétorique, comme les actions des États-Unis, ont beaucoup évolué ces derniers temps. Les États-Unis semblent désormais impliqués dans des attaques directes contre des raffineries russes, si l'on en croit le Financial Times. On parle aussi beaucoup d'augmenter le coût pour la Russie. Et bien sûr, ce à quoi tout le monde prête attention maintenant, c'est la possibilité que les États-Unis transfèrent des missiles Tomahawk à l'Ukraine, lesquels, si je ne me trompe pas, devraient être opérés par des Américains. Quelle est donc la portée de tout cela en ce qui concerne la possibilité de poursuivre une solution diplomatique, plutôt que de finir, je suppose, dans une guerre directe entre l'OTAN et la Russie? Tout d'abord, je dois dire que nous ne fondons pas nos hypothèses sur les rapports des médias. Franchement, j'ai arrêté de lire les journaux occidentaux et de regarder les programmes d'information occidentaux en 2022. Ils sont très partiaux et biaisés et cherchent souvent simplement à imposer un certain récit et à vous le faire croire. Parfois, ils ont raison, parfois leurs sources sont fiables, mais parfois c'est une manipulation délibérée. Et je dirais que c'est ce dernier cas que je constate le plus souvent. En ce moment, les médias occidentaux essaient clairement de créer l'impression d'un certain changement tectonique imminent dans la politique des États-Unis, dans l'attitude du président Biden. Beaucoup de fuites, beaucoup de gens disent qu'il est sur le point de livrer des armes à l'Ukraine. Je laisse cela à ceux qui propagent de telles rumeurs ou affirmations. Bien sûr, nous fondons nos hypothèses sur les contacts officiels, sur les faits dont nous disposons. Jusqu'à présent, d'après ce que je comprends, et je me base sur les informations que je reçois du Kremlin et sur les déclarations publiques de nos responsables, il existe encore des canaux de communication actifs et nous les maintenons. L'esprit de l'Alaska n'est pas encore mort et il y a eu récemment un certain nombre de déclarations assez optimistes à ce sujet, confirmant que ces canaux de communication restent ouverts. Je vais me limiter à cela parce que je ne suis pas dans la boucle. Je travaille à l'ONU et nous avons notre propre agenda avec les Américains. Je dois vous dire que les Américains ici, en ce qui concerne l'agenda de l'ONU, sont très ouverts. Nous n'avons aucun problème à les contacter sur quelque sujet que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous sommes sur la même longueur d'onde. Loin de là. Mais il est normal que deux grandes puissances ne soient pas sur la même longueur d'onde. Je crois que nous pensons tous deux que notre tâche consiste à rendre nos différences aussi minimes que possible. Et ici à l'ONU, nous n'avons aucun problème avec cela. En ce qui concerne les Tomahawks ou autre chose, si nous imaginons hypothétiquement que c'est le scénario, bien sûr ce serait une sorte de, je dirais, changement de donne. Ce serait un grand tournant dans la politique américaine. Ce ne serait certainement pas un changement de donne sur le champ de bataille. Et je suis sûr que vous avez déjà vu de nombreuses déclarations et évaluations de personnes bien plus compétentes que moi en matière de munitions militaires et de l'impact potentiel des Tomahawks sur le champ de bataille. Ils n'aideront pas l'Ukraine et ne changeront pas le cours de la guerre. La tendance est assez claire. L'Ukraine est en train de perdre. L'armée russe progresse. Certains disent que c'est trop lent, mais il y a des explications claires à cela. Nous préservons nos effectifs. Bien sûr, la nature de la guerre a changé. Il ne s'agit plus de bataille de chars, c'est une guerre de drones, parfois une guerre d'intelligence artificielle. Et en réalité, le fait est qu'il existe des facteurs objectivement défavorables à l'Ukraine.
Et le plus notoire de tout cela est bien sûr le fait, difficile à dissimuler, que les Ukrainiens ne veulent plus se battre, car ils ne voient pas pourquoi ils devraient mourir pour les intérêts géopolitiques occidentaux et pour ce régime corrompu qui a monopolisé le pouvoir et fait de son mieux pour priver les Ukrainiens de leur droit de vote, en annulant les élections et en volant autant d'argent que possible, afin de s'assurer des refuges sûrs par la suite, quelque part aux États-Unis ou en Europe. C'est assez clair car la conscription forcée sur le terrain est quelque chose de difficile à cacher, même avec tous les efforts de la propagande ukrainienne. De plus en plus de personnes publient des vidéos sur ces affrontements entre les équipes de recrutement et les conscrits potentiels. Les gens ne veulent pas se battre, et cela ne changera pas avec des Tomahawks ou quoi que ce soit d'autre. C'est Howard Feldspaz d'Industry. En ce qui concerne les Tomahawks, pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agirait d'un changement radical? Parce que jusqu'à présent, le président Trump disait « c'est pas ma guerre, je ne l'ai pas commencée, je veux y mettre fin. C'est la guerre de Biden, la guerre de l'Europe, la guerre de qui que ce soit. » C'était ses arguments jusqu'à récemment. Et en réalité, il fait de son mieux à ce stade pour trouver un terrain d'entente. Peut-être en essayant d'écouter les deux camps et de tirer ses propres conclusions. Mais il existe des limites objectives à ce qui peut être dissimulé dans ce type de négociation et de travail diplomatique. Au moment où il donnera son accord et le feu vert pour la livraison des Tomahawks, cela signifiera deux choses. Tout d'abord, que cette guerre deviendra aussi la sienne. Ce n'est pas seulement la guerre de Biden, elle deviendra aussi celle de Trump. Et ce sera une décision délibérée d'en faire ainsi, car pour lancer un Tomahawk, il faut une infrastructure sur le terrain. Il est tout à fait clair qu'en si peu de temps, il ne sera pas possible d'apprendre aux Ukrainiens à l'utiliser. Deuxièmement, pour le faire fonctionner, il faut des connexions aux données de renseignement. Ce que les États-Unis ne sont probablement pas disposés à confier à l'Ukraine, étant donné que seuls quelques alliés américains en Europe ont accès au Tomahawk. Donc pas tout le monde. Il est difficile d'imaginer que les Ukrainiens reçoivent le contrôle total de ce système. Et en réalité, cela signifie que ce seront des Américains qui appuieront sur le bouton. Ce seront des Américains qui lanceront les missiles. Et ces Américains ne rendront pas compte à l'administration Biden, mais à l'administration Trump. C'est un grand changement dont nous devrons tenir compte dans nos futures démarches et dans notre future coopération sur diverses questions, y compris avant tout le règlement de la crise ukrainienne. Le deuxième point, également très important et souvent sous-estimé, est que le Tomahawk est un vieux missile. Le président Trump l'a reconnu. Il a été développé à l'époque de l'URSS, il y a de nombreuses années. Cela ne signifie pas qu'il ne soit pas destructeur. Cela peut être destructeur sur le terrain, mais il existe de nombreux systèmes de missiles modernes capables de neutraliser facilement l'effet potentiel des Tomahawks. Cependant, les Tomahawks peuvent transporter une ogive nucléaire, et lorsqu'un Tomahawk est lancé, personne ne peut affirmer avec certitude s'il est équipé ou non d'une ogive nucléaire. Cela signifie que, conformément à tous les protocoles de riposte, nous devons considérer ce missile comme un missile nucléaire, car nous devons garder à l'esprit le pire scénario possible. Cela implique bien sûr de mettre en œuvre certaines parties de notre doctrine nucléaire que nous préférerions ne pas activer. Et vous pouvez imaginer quelles conséquences ou répercussions un tel scénario pourrait entraîner. C'est ce que nous essayons d'expliquer aux Américains. Ces décisions nous rapprochent dangereusement du seuil d'une guerre nucléaire. Oui, il y a eu de nombreuses vagues d'escalade.
Mais envoyer un missile capable de transporter une ogive nucléaire semble être un tout autre type d'escalade. Espérons donc que cela n'ira pas plus loin. Oui. Mais je veux te poser une question sur l'avenir de la diplomatie, car le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie attendait toujours la réponse des États-Unis concernant la feuille de route convenue en Alaska. L'argument est que, tel que cela avait été laissé, les Américains devaient revenir vers les Russes pour expliquer comment mettre en œuvre ce qui avait été convenu. Mais lorsque nous entendons maintenant les Américains, ou des personnes comme Pete Hegseth, nous entendons dire qu'il faut forcer la Russie à venir à la table des négociations. Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce qui relève du bruit et de ce qui relève de la réalité. Mais en ce qui concerne la position russe, c'est plus ou moins, je suppose qu'un cadre général a déjà été convenu, quelque chose qui attend simplement d'être mis en œuvre. Ou comment pouvons-nous comprendre le processus diplomatique sans, je suppose, partager des détails que vous ne pouvez pas divulguer? Eh bien, pour autant que je sache, nous maintenons toujours des contacts avec les Américains à différents niveaux. Je sais que Kirill Dmitriev lui-même a reconnu être en contact avec Steve Witkoff. À ma connaissance, depuis l'Alaska, il n'y a pas eu de contact direct entre les présidents. Je peux me tromper, mais encore une fois, je ne suis pas dans la boucle. Et la dernière chose qui a été convenue en Alaska, d'après ce qu'a dit Sergueï Lavrov, c'était essentiellement qu'il y avait une liste, une sorte de proposition du côté russe. Et le président Trump les a emportés, disant qu'il devait consulter les alliés et parler avec les Ukrainiens. Normalement, nous nous attendrions à une sorte de réponse directe, puisque cela a été formulé de manière directe. Nous ne prêtons pas trop attention aux autres déclarations, car nous savons qu'il y a de nombreux intérêts en jeu, du côté américain, britannique, européen, ukrainien, bien sûr, et que tous ces acteurs essaient de défendre leur position auprès du président Trump, qui a récemment confirmé sa volonté de jouer un rôle dans le règlement de la crise en Ukraine. Et nous accueillons très favorablement ce désir du président Trump et de Stephen Witkoff, que nous connaissons assez bien. Il est très efficace en tant que négociateur. Nous attendons donc, en réalité, une réponse directe pour nous dire ce qui a changé depuis l'Alaska. Quel a été le résultat de ces délibérations avec les alliés? Nous ne nous laissons pas submerger ni influencer par les rapports des médias ou par les déclarations de certains politiciens, car ils ont leur propre agenda. L'agenda des politiciens européens, des politiciens occidentaux et bien sûr de certains décideurs aux États-Unis est assez clair. Leur objectif est de faire durer cette guerre. Pour eux, c'est rentable. Ils y voient un moyen de continuer à affaiblir la Russie aux dépens du peuple ukrainien. Mais ils ne se soucient pas du peuple ukrainien. Ils s'en moquent. Comme de nombreux Ukrainiens vont mourir, ils seraient très favorables à une conscription totale en Ukraine. Mais ce n'est pas ce que veulent les Ukrainiens. Ils veulent que la guerre continue, et cela ressort très clairement de leurs déclarations. Nous ne savons pas si cela changera la position du président Trump, car nous devons obtenir une réponse directe de sa part. Nous entendons différentes déclarations. Nous savons que c'est un homme très émotif, et nous comprenons que ses propos puissent être interprétés par les médias. Et les médias, comme je vous l'ai dit, jouent selon nous un rôle très particulier en faveur de tel ou tel cercle. Et la plupart du temps, ce sont les cercles bellicistes, pas ces cercles bienveillants. C'est pourquoi nous restons assez calmes. Nous avons une communication directe, nos deux présidents se sont rencontrés, et je suis sûr qu'ils trouveront un format et une manière de poursuivre la discussion sur cette question. Ce sera pour nous le critère pour prendre ou ne pas prendre certaines mesures.
Il semble toutefois que s'il devait y avoir un affrontement susceptible de déclencher une confrontation directe entre les différents États européens et la Russie, cela pourrait se produire en mer Baltique. Nous avons entendu ces dernières semaines de nombreuses discussions à propos des drones et de la sécurisation des infrastructures énergétiques. Oui, je sais, ironiquement, au même moment, la Pologne demande à l'Allemagne d'interrompre l'enquête sur Nord Stream. Mais il y a aussi d'autres questions. On entend souvent des commentaires à propos de Kaliningrad. Nous avons vu la France saisir un navire qu'elle pensait être russe. Comment évaluez-vous la situation en mer Baltique? Est-elle vraiment aussi tendue qu'elle en a l'air, ou reste-t-elle sous contrôle? Eh bien, pour autant que je comprenne, il n'y a aucun problème d'accès à la mer Baltique, malgré certains incidents. Celui que vous avez mentionné plus tôt concernait l'incident avec l'Estonie, lorsqu'ils ont tenté de détourner l'un des pétroliers, mais ils ont ensuite changé de position. Bien sûr, la rhétorique est très inquiétante et l'Europe est très malade en ce moment, et je ne sais pas si elle sera capable de se soigner ou non. Espérons que oui, car sinon nous aurons une période très troublée devant nous. Jusqu'à présent, il n'y a absolument aucun programme en Europe. Dans la plupart des pays européens, avant tout la Grande-Bretagne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays baltes et la Pologne, le seul programme est que la Russie est un ennemi, que la Russie attaquera inévitablement et que la Russie doit être vaincue. Maintenant, ils le font avec l'aide de l'Ukraine. Nous ne savons pas combien de temps l'Ukraine pourra contenir la Russie. À un moment donné, tout cela prendra fin d'une manière ou d'une autre, et nous devrons affronter la Russie nous-mêmes. C'est la seule idéologie qui est aujourd'hui imposée aux Européens, aux jeunes Européens, et c'est très dangereux. C'est la seule conception de la Russie comme ennemie. Et il n'y a absolument aucune voix raisonnable dans ce cœur. Personne ne dit que nous devrions essayer de regarder la situation à travers le prisme russe et voir ce qui les préoccupe. Peut-être trouver une sorte de formule pour une sécurité indivisible. Une formule où les intérêts russes seraient également pris en compte. Personne ne dit cela. C'est, vous savez, considéré comme de la mauvaise éducation de dire quoi que ce soit de positif sur la Russie dans la plupart des pays européens. Et cette incitation à la guerre est très dangereuse. La Commission européenne joue également un rôle clé à cet égard. Et c'est un facteur personnel. C'est le facteur d'Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas et de quelques autres, qui en ont fait une sorte de croisade personnelle pour transformer la Russie en ennemi de l'Europe, en excluant tout scénario autre qu'un jeu à somme nulle dans nos relations. C'est très dangereux, et c'est une voie qui nous mènera inévitablement à une confrontation directe, et c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'étions pas intéressés par une quelconque confrontation avec l'Europe. Nous ne prévoyons aucune attaque contre les pays de l'OTAN, ni contre nos voisins. Et nous préférerions bien sûr, comme nous l'avons dit à maintes reprises, résoudre la crise ukrainienne par des moyens pacifiques dès le premier jour, depuis 2014. Il y a eu de nombreuses propositions sur la manière d'y parvenir. Mais l'Occident a toujours rejeté cela. L'Occident a toujours fait la sourde oreille à ce que nous disions. Il a constamment cherché à promouvoir une attitude condescendante envers la Russie, négligeant nos préoccupations en matière de sécurité et violant de nombreux documents adoptés dans le cadre de l'OSCE et du Conseil Russie-OTAN. Ils ont fait de l'élargissement de l'OTAN, son extension à l'Ukraine et à d'autres pays, la pierre angulaire de toute activité politique en Europe. Et cette politique se retourne contre eux, et elle continuera de se retourner contre eux, à moins que l'Europe ne change de cap, à moins que des voix raisonnables ne disent
Les gars, arrêtons-nous et voyons pourquoi nous allons dans cette direction. Il existe des alternatives. Et bien sûr, l'alternative, c'est la diplomatie et le dialogue. S'asseoir à une même table et prendre en compte toutes les préoccupations de toutes les parties impliquées, y compris les États baltes, la Russie et la Pologne. L'Allemagne, c'est possible, mais pour cela, nous devons donner la priorité à la diplomatie. Nous devons nous parler et nous écouter. Jusqu'à présent, cela ne se produit pas en Europe. Jusqu'à présent, l'Europe est sourde. L'Europe est totalement aveuglée par la russophobie. Et cette russophobie est partout. Et encore une fois, le plus dangereux, c'est que les jeunes générations sont complètement zombifiées de cette manière. Pour eux, le seul avenir que leurs politiciens préparent est la guerre avec la Russie. Ils préparent l'Europe à la guerre contre la Russie. C'est tout à fait clair. Ce n'est pas quelque chose que nous partageons, ni quelque chose que nous provoquons. Mais nous voyons que cette orientation militariste gagne du terrain. Malheureusement, soit les gens en Europe n'ont pas les moyens ou la possibilité de protester contre cela, soit ils s'en moquent et sont prêts à suivre cette voie qui pourrait finalement mener à une confrontation directe entre l'Europe et la Russie. C'est très inquiétant, très agaçant et décevant, mais c'est ce que nous observons jusqu'à présent. Oui, j'ai juste une dernière question, qui est, enfin, vous y avez déjà partiellement répondu, la diplomatie ou la possibilité d'une diplomatie avec les Européens. Parce que nous avons appris récemment que Angela Merkel avait reproché à la Pologne et aux États baltes d'avoir refusé la diplomatie avec la Russie en 2021, comme l'une des raisons de la guerre. Mais encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il n'y a toujours aucun appel venant des Européens. Quel est le niveau de diplomatie entre les Européens et les Russes? Y a-t-il quelque chose en préparation? Et est-ce simplement que les Européens refusent de s'engager diplomatiquement avec la Russie d'une quelconque manière? Je demande cela parce que, eh bien, je suppose que ma principale question est de savoir s'il existe actuellement d'autres voies diplomatiques en dehors de l'Alaska pour mettre fin à la guerre. Eh bien, je pense qu'il s'agit de deux dimensions différentes. L'une est la dimension Russie-États-Unis. J'imagine que si nous progressons dans la recherche d'un accord avec les États-Unis sur ce à quoi pourrait ressembler notre avenir commun et sur les points d'entente, là où nous pouvons travailler ensemble, non seulement en ce qui concerne la crise ukrainienne, mais aussi dans un contexte plus large, alors espérons-le, cela aura un effet positif sur le continent européen. De nombreux pays européens doivent écouter ce que disent les Américains, et nous avons vu à plusieurs reprises que les Américains ont le dernier mot et tirent beaucoup de ficelles dans les pays européens. J'espère donc que cela nous aidera à éviter le pire scénario possible à l'avenir. Bien que, franchement, je ne sois pas vraiment sûr que les Américains s'intéressent beaucoup à ce scénario. Espérons que oui. Espérons qu'ils comprennent que cela pourrait devenir un problème mondial. Mais il y a pas mal de gens qui disent franchement que ce ne serait pas un si mauvais scénario pour l'Amérique si l'Europe et la Russie finissaient par se battre. L'Amérique en tirerait profit en vendant des armes et sa domination serait à nouveau renforcée. Ainsi, beaucoup parlent assez ouvertement de cela comme d'un scénario positif pour les États-Unis. Je ne sais pas s'ils ont l'oreille du président Trump ou s'ils bénéficient d'un quelconque soutien au sein de l'administration actuelle. Mais ces voix existent. Et franchement, très peu de gens les contredisent ou essaient de leur dire que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas un comportement adulte de parler en ces termes. En ce qui concerne l'Europe, je ne suis bien sûr pas dans la boucle de nos contacts avec les Européens, que ce soit de manière bilatérale ou dans d'autres formats.
Mais d'après ce que je peux en juger, il n'y a pratiquement aucun contact. Il se limite au strict minimum nécessaire au fonctionnement des institutions diplomatiques, lesquelles rencontrent elles aussi de grandes difficultés et des obstacles. Des problèmes artificiels et des obstacles artificiels créés par les pays européens. En réalité, ils ont maintenant commencé à traquer les diplomates pour leur compliquer la vie. Et je ne cesse de demander à mes collègues ici, si vous voulez un dialogue, pourquoi attaquez-vous les diplomates? Pourquoi essayez-vous de réduire la présence dans vos pays de ceux qui sont censés favoriser le dialogue? Avez-vous donc complètement renoncé à la diplomatie? Parce que tout ce que vous faites va exactement dans cette direction. Et c'est une politique très à courte vue. Si nous voulons de la diplomatie, bien sûr nous devrions faciliter la vie des diplomates et leur donner un espace pour se réunir et parler librement afin de parvenir à certains accords. Mais non, la russophobie prévaut même dans ce domaine. Nous ne voyons aucune approche créative. Nous ne voyons aucune ouverture d'esprit en Europe, à part des gens qui disent que la Russie est un ennemi et que cet ennemi nous attaquera dans 5 ou 7 ans. C'est pourquoi l'Europe devrait s'y préparer. C'est le seul programme proposé à la société européenne. Bien sûr, il y a quelques voix sensées, la Hongrie, la Slovaquie et quelques autres. Elles deviennent de plus en plus critiques, mais elles sont marginalisées au sein de l'UMEB. L'UMEB ne veut pas prendre en compte leurs opinions. Toute vision divergente ou opposée est qualifiée de propagande russe, comme, je ne sais pas, marionnette de Poutine ou autre. Donc, tout ce qu'ils ne veulent pas entendre est étiqueté comme propagande russe. Tous les médias alternatifs sont interdits, et tu le sais mieux que moi. Tout le monde est censé penser uniquement comme Ursula von der Leyen, et ceux qui l'entourent veulent qu'il pense. C'est là où l'Europe en est arrivée aujourd'hui, et c'est très décevant. D'après ce que je comprends, il n'existe pratiquement plus aucun canal de communication entre la Russie et l'UMEB, ni entre la Russie et l'OTAN. Ils ont tous été coupés de manière démonstrative par l'Union européenne et par nos collègues occidentaux, et jusqu'à présent, ils continuent de vivre dans ce paradigme où la Russie est considérée comme un ennemi, où tout contact avec des Russes serait une sorte de haute trahison devant être poursuivi. C'est assez ironique. Je crois vous avoir déjà dit lors d'une de mes interventions dans votre émission que les Européens ici à l'ONU ont très peur de nous parler en public. Ils peuvent le faire quelque part dans les couloirs quand il n'y a pas de caméra, et nous entretenons de bonnes relations amicales avec certains d'entre eux, mais ils ne l'admettront jamais, tout d'abord. Et ensuite, ils essayent d'éviter d'être vus en public, en train de parler avec un diplomate russe. Ils nous disent très ouvertement que cela pourrait leur causer des problèmes avec Bruxelles. Si quelqu'un rapporte qu'ils ont eu des échanges avec un diplomate russe, c'est une situation très dangereuse pour eux. C'est ridicule. Ridicule, bien sûr, de voir ce qu'est devenue la diplomatie européenne. Mais c'est la réalité. Nous avons ce que nous avons, et bien sûr, nous nous concentrons en ce moment sur nos contacts avec les Américains, car ils semblent au moins plus ouverts d'esprit. Ils semblent comprendre que pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer à ses causes profondes. C'est la seule façon d'obtenir une paix durable et à long terme. Ainsi, les Américains ne semblent pas désespérés à ce stade. Nous avons toujours dit dès le premier jour que nous étions prêts à atteindre nos objectifs par des moyens diplomatiques. Nous l'avons proposé en 2021, à la veille de la phase chaude de ce conflit, et nous étions prêts à le faire un mois après le début de notre opération militaire spéciale, lorsque les Ukrainiens ont paraphé certains principes qui constituent encore, je pense, une bonne base pour tout accord futur.
Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas le faire. Nous savons maintenant que c'était Boris Johnson, non seulement par conviction, mais aussi par une certaine motivation, une sorte de pot de vin du complexe militaro-industriel. Je pense que cette information a été divulguée récemment. Et voilà, nous sommes prêts à arrêter à tout moment, à condition qu'il y ait un règlement qui traite les causes profondes, qu'il n'y ait plus de danger venant de l'Ukraine pour la Russie ou de l'OTAN. Et c'est réalisable, facilement réalisable, à condition bien sûr que nos interlocuteurs soient prêts à envisager autre chose qu'un programme russophobe où la Russie est l'ennemi qui finira inévitablement par les attaquer. Oui. Eh bien, quand nous cessons de nous parler et que nous ne considérons plus que des solutions militaires, c'est extrêmement dangereux, surtout lorsqu'il s'agit des deux plus grandes puissances nucléaires. Alors je vous souhaite, à vous et à vos collègues diplomates à New York, bonne chance pour améliorer la relation. Il y a beaucoup en jeu ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Glenn, merci.